Mesdames et messieurs, bienvenue à la COP22. Alors nous sommes avec Monsieur Sako, la 22e conférence mondiale sur le changement climatique à laquelle le Mali participe ici à Marrakech au Maroc a commencé depuis le 7 novembre et va se poursuivre jusqu'au 18 novembre après l'accord de Paris de la COP21 ratifié aujourd'hui par 97 pays et l'Union européenne. Le principal enjeu de cette COP22 est maintenant la mise en œuvre de ces décisions avec comme mots-clés atténuation, adaptation et mécanismes de financement. Vous êtes en quelque sorte le premier représentant du Mali à cette COP. Pouvez-vous nous résumer les enjeux de cette rencontre pour le Mali, M. Sako? Merci. Comme vous venez de le dire, nous sommes ici à Marrakech. C'est pour d'abord être très visible. Ça, c'est un aspect très important. Mais comme vous le savez, c'est aussi apporter notre solidarité à la communauté internationale dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. C'est notre priorité. Mais nous souhaitons, à Marrakech ici, trouver les solutions par rapport aux décisions prises à Paris. Paris, c'était avoir un accord. On a eu un accord. L'accord est accompagné de décisions. Et ces décisions, justement, nous sommes aujourd'hui à Marrakech afin de pouvoir concrétiser l'accord de Paris. À cet effet, il y a la question des finances, donc la mobilisation des 100 milliards. Nous espérons qu'à Marrakech, ici, nous trouverons des solutions idoines à ce problème. Il y a la décision concernant les méthodes, procédures de vérification. Il s'agit aussi de dégager les lignes directrices. Alors nous parlerons de ce fonds vert, mais concrètement, quels sont les enjeux de cette COP22 pour le Mali? Les enjeux de cette COP pour le Mali, c'est comme je le disais tantôt, c'est la mobilisation des ressources afin que nous puissions mettre en œuvre notre politique, la politique que nous avons définie dans notre CDN. Dans notre CDN. Et c'est aussi disposer des ressources, comment disposer des ressources afin d'élaborer notre plan national d'adaptation au changement climatique. Et donc ça, c'est extrêmement important pour nous aujourd'hui. Mais c'est aussi lancer un appel parce que l'accord est certes rentré en vigueur, mais tous les pays ne l'ont pas encore ratifié. Et alors nous voulons une ratification universelle. Donc il s'agit aussi d'inciter les autres pays qui ne l'ont pas encore fait de le faire en même temps que l'amendement de Doha. Alors je rappelle que la CDN, c'est la CPDN, la contribution déterminée qui est devenue la CDN. Pas. Alors le Mali fait partie du groupe Afrique et surtout du groupe des 77 qui réunit les pays les moins avancés. On se souvient que ce G77 avait joué un rôle prépondérant durant la COP21. Il était alors conduit par la Chine car il avait su imposer la notion de responsabilité différenciée dans les accords de Paris. Aujourd'hui, est-ce que le G77 pourra maintenir cette même pression lors de cette COP22? Vous savez, pourquoi on dit G77? C'est des groupements qui existent dans le cadre de la Convention. Vous avez le groupe Afrique qui fait partie de ce groupe de 77. C'est pourquoi on dit G77 plus la Chine. Nous avons les pays insulaires qui sont membres de ce groupe. Donc nous travaillons, vous l'avez constaté, en début de semaine. C'est d'abord les réunions préparatoires du groupe Afrique. Il y a eu aussi la réunion préparatoire des pays insulaires et ensuite la réunion des G77. Donc la Chine, jusqu'à preuve du contraire, est avec nous et le G77 est, comme vous venez de le dire, est un contre-pouvoir en un mot. Parce que c'est ce G77 qui a pesé dans les négociations à Paris afin que nous puissions aboutir à un accord. Pourra-t-il maintenir cette pression? Et j'en suis sûr que la pression sera, en fait, ce n'est plus une pression parce qu'il s'agit vraiment de... le plus difficile a été fait. Le plus difficile a été fait. Il s'agit juste maintenant de s'entendre sur la mise en œuvre et les modalités et procédures. Alors, il sera bien sûr accompagné par la Chine qui, selon vous, est toujours un pays en voie de développement? La Chine fait toujours partie de ce G77. Nous tenons des réunions ensemble jusqu'à présent et nous partageons nos points de vue et nous allons aussi
sortir une décision commune du groupe des G77. Alors, les 54 pays africains qui sont représentés aux négociations par le Malien Seyni Nafo défendent-ils une position commune? L'Afrique défend une position commune. Vous savez, en Afrique, quand vous prenez les 54 pays dont vous venez de faire allusion, nous avons des pays très vulnérables, des pays les moins avancés. Il y en a 18 pays africains les moins avancés sur les 48. Donc, c'est pour vous dire que dans le groupe Afrique, il y a des pays émergents qui ne font pas partie des PMA. Prenez par exemple le Maroc, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Nigeria, etc. Ceux-ci sont des pays émergents. Comme vous êtes en train de le dire, ces 54 pays sont face à des enjeux et des priorités différents. Alors, est-ce facile de défendre une position commune? C'est le consensus qui nous amène à cela. Il faut des compromis. On ne peut pas, parce que c'est ça, on est dans les négociations, et les négociations, souvent, il faut savoir céder. Et même à Paris, c'est ce qui est arrivé. Vous allez le constater, dans l'accord, on a dit qu'il y a 50% qui sont alloués à l'adaptation. Et sur les 50% alloués à l'adaptation, nous avons encore les 50% qui sont alloués aux pays les plus vulnérables et les PMA. Donc le consensus a prévalu. Sinon, les pays africains auraient tout simplement dit non, on se limite à 50% globalement pour l'Afrique. Mais ils ont cédé parce que nous avons des réalités différentes et les moyens diffèrent. Alors, cette question, nous allons l'adresser à M. Diabaté, qui est le directeur de l'AEDD, l'Agence de l'environnement et du développement durable. Les pays industrialisés se sont engagés à contribuer au Fonds vert climat qui sert à financer les projets de lutte contre le changement climatique à hauteur de 100 milliards de dollars par an à compter de 2020. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui et comment pouvez-vous contraindre les donateurs à respecter leurs engagements? Merci pour me donner votre micro. Donc, je pense que la première vague de questions vient d'être répondue par mon collaborateur. Cette deuxième vague de questions concerne le Fonds vert climat. Comme vous saviez, effectivement, il a été décidé de capitaliser ce fonds à hauteur de 100 milliards à partir de l'année 2020. D'ici là, nous sommes en 2016. De 2016 à 2020, il y a quand même un certain nombre de préoccupations qui sont là auxquelles il faudra faire face. À cet égard, je vais vous dire que le fonds aujourd'hui est capitalisé à hauteur de 6 milliards de dollars. Mais nous pouvons dire que en termes d'annonces, de fonds qui vont être capitalisés ultérieurement, nous pouvons compter jusqu'à 10 millions de dollars. Et parmi les 6 millions de dollars, il y a quand même un certain nombre de projets qui ont déjà fait l'objet de financement. Donc je m'en vais vous dire que nous, au Mali, nous avions déjà bénéficié d'un projet qui a été financé à concurrence de 22 millions de dollars. Un autre projet qui est en phase de préparation et même de finalisation d'ailleurs, qui va être financé à hauteur de 28,7 millions de dollars. Donc on peut dire qu'en 2016, nous avions quand même déjà bénéficié des fonds du fonds. Pouvez-vous contraindre les pays à respecter leurs engagements s'ils ne le font pas? Je pense que je ne le vois pas sous forme de contrainte. Je crois que c'est des engagements qui ont quand même été pris par l'ensemble de la communauté internationale. Les pays se sont engagés quand même à capitaliser et à accompagner la lutte contre le changement climatique. Et tout le monde sait quand même que tous les projets d'adaptation qui concernent essentiellement l'Afrique et les projets d'atténuation qui concernent essentiellement les pays développés ne peuvent être réalisés sans que nous ayons accès à cet argent. Donc la mobilisation de ce fonds est quand même une nécessité absolue. Et je crois que chaque pays quand même a le souci quand même de respecter ses engagements par rapport à la capitalisation de ce fonds. La preuve, c'est que nous avions quand même commencé à enregistrer des financements sur ce fonds-là et même des projets, comme je vous l'ai dit tantôt, sont en train d'être exécutés en ce moment sur ce fonds. Donc vous êtes sûr que les pays industrialisés respecteront leurs engagements? Nous l'espérons tous, nous l'espérons. C'est des engagements que, je dirais, ils sont obligés de tenir
pour qu'on puisse aboutir au résultat, en tout cas d'atténuer le changement climatique à hauteur de 1,5 degré. Ça, c'est un passage nécessaire. Alors, contrairement à l'année dernière, cette année, le Mali a un stand qui a coûté jusqu'à plus de 70 millions de francs CFA. Quelles sont les retombées qui sont attendues par la délégation malienne? Vous savez, elle est tombée, d'abord, elle est tombée. Il ne s'agit pas, d'abord, on exclut carrément les retombées en matière de finances. Non, pas les retombées financières, les retombées en termes de résultats. Donc, je disais tantôt, nous sommes venus à Marrakech, c'était d'abord être visible à Marrakech. Être visible et montrer à l'opinion internationale que le Mali est engagé dans ce processus de lutte contre le changement climatique. Ça, c'est la première vision. Et ce centre, justement, permet aussi de vendre le Mali. Nous sommes arrivés à Marrakech et vous avez dans le centre du Mali, il y a les différents projets climatiques qui sont présentés. Et ça permet aux gens, aux partenaires, de savoir ce que le Mali fait en matière de lutte contre les changements climatiques. Et donc ça, c'est extrêmement important pour nous en termes de visibilité. Qu'allez-vous présenter? Nous avons présenté beaucoup de thèmes. Nous allons même organiser un side event sur le programme national de sauvegarde du fleuve Niger. Nous allons présenter un side event sur les massifs du Fouta Djallon. Nous allons présenter l'expérience du Mali en matière d'énergie renouvelable. Nous avons des acquis. Nous allons montrer les projets climatiques financés par le Fonds vert climat dont le Mali a bénéficié. Il y a des actions qui sont en train d'être mises en œuvre. Il s'agit de montrer ça. Nous avons le projet Mali Femmes. Il s'agit aussi, qui est extrêmement important, qui permet de montrer à la face du monde que le genre est pris en compte dans nos politiques. Vous voyez? Donc voilà un peu quelques aspects, qui nous permettent aujourd'hui de montrer à la face du monde que le Mali est engagé dans ce processus de lutte contre les changements climatiques. Alors, dernière question, est-ce la première fois que le Mali est en stand lors d'une COP? Effectivement, c'est la première fois qu'on est un stand. Donc on voudrait pérenniser cet aspect parce que vous voyez, on rentre dans l'accord, dans la mise en œuvre de l'accord. Donc jusqu'en 2020 déjà, le pré-20, on sera toujours là, présent pour montrer ce qu'on est en train de faire. D'abord, ce qu'on a bénéficié en termes de financement pour le pré-20 et il y a le post-20. Donc nous espérons que ce centre il va être perpétué et puis voilà. Alors, je rappelle que nous étions en direct de la COP22 avec M. Modibo Sakho, point focal du Mali, et M. Abdoulaye Diabaté, qui est directeur de l'AEDD. Alors, merci de la suivi de cet entretien.